Ça suffit à obtenir le silence, visiblement. Bonjour. Pour cette deuxième journée de colloque, j'ai 3 missions. La première, la deuxième et la troisième. La première, elle est assez simple, elle est de vous saluer. Alors, salut. Au nom du comité d'organisation, on est très heureux de la première journée, on espère que la deuxième se passera sous les mêmes auspices. On aimerait d'emblée s'excuser pour le café que vous n'avez pas eu. Je vois que certains d'entre vous tremblent. Donc sachez que vous aurez un café à 9h45. Voilà. Et puis pour s'excuser, un autre à midi. Ouais, s'il vous plaît. J'ai une deuxième mission, c'est celle de vous annoncer des modifications pour cette journée. La session 3.4 en salle 222, la présentation de M. Mauroux, donc la première intervention de la session 3.4 est annulée. Et Petit et Bourget prennent leur place, donc tout remonte d'un cran sur la session 3.4. Gremion, Pernoud, qui sont en fin de matinée, remontent aussi d'un cran. Donc Petit et Bourget démarreront les hostilités de la session 3.4. Et puis, une modification sur la session 4.5 de cet après-midi. Ouro et Loquet, la séance de fin d'après-midi, est annulée. Du coup, là, pas de changement pour les deux premiers. Sur Guidebook, normalement, la modification est déjà faite. Au cas où. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est OK. OK. La dernière mission pour moi, elle est plus compliquée parce qu'il me revient d'introduire et de présenter André Giordan. C'est pas facile de présenter quelqu'un qui est connu. Qui ne connaît pas André Giordan? Okay. Donc je pourrais me passer en fait de cette troisième mission, visiblement. J'ai quand même quelques mots à dire. André Giordan, c'est... comment a dit Walter Tessaro hier, un monument? Il n'a pas dit monstre, hein, il a dit monument des sciences de l'éducation. Moi, je pourrais dire monstre. Niçois, donc français, Genevois d'adoption. Je ne donnerai pas ton âge, mais tu viens de fêter ton anniversaire. Je vais te présenter comme un militant pédagogique, un militant des pédagogies actives, donc pas de la pédagogie traditionnelle, on est d'accord. On est à Genève, je présenterai ton parcours d'abord de professeur extraordinaire à l'Université de Genève, faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, professeur vraiment extraordinaire. Un professeur ensuite ordinaire et puis maintenant professeur émérite. Tu as dirigé le laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences de 1980 à 2011. André Giordan, c'est un CV impressionnant, hein. J'arriverai pas à dérouler, c'est une sorte de parchemin comme ça, énorme. Licence et maîtrise d'enseignement des sciences naturelles, maîtrise en biologie végétale, diplôme en physiologie animale, licence en psychologie, maîtrise en sciences de l'éducation, doctorat en sciences de l'éducation et biologie, certificat en biochimie, philosophie, épistémologie, communication, théâtre et arts plastiques. C'est le résumé, ça. On pourrait dire qu'André Giordan, c'est aussi plus de 100 articles scientifiques, 500 articles de vulgarisation pédagogique, 32 ouvrages. C'est une largeur comme ça, à peu près. Il est aussi muséologue, il écrit des pièces de théâtre. Incroyable. Tu es invité ici, et puis on te remercie vraiment chaleureusement, de penser le rapport entre technologie et apprentissage. Je pense que tu as vraiment une place ici, au regard de ce qu'on a appelé l'éducation nouvelle, ou plus largement les pédagogies actives, en termes de mise en activité de l'élève, de mise en projet, d'activité collective, etc., etc. On aimerait en tout cas sincèrement te remercier au nom du comité d'organisation, et puis te souhaiter une bonne présentation. Merci.
Merci difficile d'intervenir après une telle présentation. Merci de m'accueillir dans ce cénacle, moi qui ne suis pas un professionnel du numérique. J'ai été plutôt instituteur, professeur de collège, professeur d'université, formateur, toujours formateur. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'apprendre. Et donc, je vais vous proposer ce matin une présentation un peu décalée. Jusqu'à présent, on a eu surtout des bonnes présentations sur les usages du numérique. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'autre aspect, c'est apprendre. Et comment le numérique peut faciliter ou empêcher l'apprendre, c'est un petit peu la proposition que je vous fais. Et pour cela, je commencerai sur des choses qu'on entend autour du numérique et de l'école. Et le premier point qu'on entend, c'est les jeunes qui pensent qu'avec le numérique, il n'est plus nécessaire d'apprendre, puisque tout le savoir est à disposition, à la portée d'un clic. La deuxième chose qu'on entend, c'est les élèves sont des digital natives, ils n'ont pas de problème avec le numérique. Pas simple, c'est à voir. Troisième chose qu'on entend, le numérique facilite l'apprentissage des élèves. Or, si on fait un peu d'histoire de la pédagogie, on s'aperçoit qu'un nouvel outil ne change pas automatiquement d'apprendre. Le passage de la plume au stylo, l'arrivée de la lanterne magique, de l'épidiascope, du rétroprojecteur, de la radio à la télévision, chaque fois il y a eu de grands discours autour de ces engins et des potentialités pour changer l'école. Malheureusement, ça n'a pas globalement changé les pratiques pédagogiques. Au contraire, parfois, ça a conforté les méthodes les plus classiques. Alors, qu'en est-il du numérique? On va en parler. En tout cas, selon une étude de l'OCDE, l'utilisation des outils numériques par les élèves n'aide pas forcément l'apprentissage. Du moins, si elle n'est pas accompagnée par une pédagogie adaptée. Ce n'est pas automatique. Quatrième chose qu'on entend, le numérique développe la motivation des élèves. Alors, c'était vrai au début. Ce n'est pas systématique. Et par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est motivé que forcément on apprend. Donner le désir à l'élève, bien sûr, on va le voir, c'est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. Cinquième point qu'on entend aussi, c'est le numérique permet d'adapter l'enseignement aux élèves. Alors là aussi, quand on fait un petit peu d'histoire, et là je vous renvoie à une référence de Philippe Mérieux, l'école a été créée contre le modèle d'accompagnement individuel du préceptorat, pour des raisons économiques, puisqu'il faut mettre plus d'enfants, plus d'élèves, pour des raisons d'efficacité, du moins on le suppose depuis Comenius, pour des raisons philosophiques et pour des raisons pédagogiques. Donc ce n'est pas aussi évident que ceci. Et puis sixième point, toujours pour provoquer, je reviens sur l'idée que le numérique va transformer l'école. Là, il me semble qu'il reste du travail. Réagissez pas, ça va. Alors, mythe ou réalité? On est face à beaucoup de discours, nombre d'innovations, des évaluations bilan, mais peu d'approches sur l'implication numérique dans les processus d'apprendre. Je vous ai mis deux références de livres qui font un peu le point, celui de l'OCDE 2015 et puis ce bouquin sur Apprendre le numérique 2014. Alors qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ceci? Nous, depuis 1981, depuis que j'ai fondé ce laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences, on a tenté d'apprendre ce que permettait le numérique, d'approcher la place et les apports numériques dans l'apprendre. Les premiers travaux qu'on a faits, c'est sur Logo, ce logiciel qui était à la mode pour apprendre à programmer. Et à l'époque, bien sûr, il fallait transporter le matériel directement dans les classes, ces gros engins, ces grosses machines. Voilà. Ce Logo fabriqué par MIT et par Papert. Et depuis, toujours en travaillant sur comment on apprend, on a suivi l'évolution du matériel. Alors là, je vous ai mis l'évolution du matériel Mac, parce qu'on a toujours été par rapport au Mac, mais on a aussi travaillé sur PC. Et jusqu'à aujourd'hui, où je continue dans les formations à voir l'implication des tablettes ou des smartphones pour valider ou pour repérer les conceptions des apprenants dans les amphithéâtres ou dans les centres de formation. C'est-à-dire qu'on a multiplié les études durant ces 36 ans maintenant sur le codage, les outils de navigation, l'hypertexte. Là, je vous renvoie une belle thèse de plateau qui est ici, qui est toujours valable. On a travaillé aussi sur la recherche et l'évaluation des formations, sur la modélisation, sur la pédagogie inversée, sur le NetTable, sur l'environnement numérique de travail et sur les MOOC, puisque dernièrement on a fait un MOOC aussi là-dessus. Donc la question qui se pose aujourd'hui,
c'est comment travailler là-dessus. Alors nous, on a toujours été très empiriques, vous voyez, on observe, moi-même, mes assistants, on a toujours essayé d'observer. On a peu utilisé l'IRM, et on pourra parler évidemment dans la table ronde des biais qu'introduit l'IRM dans les apprentissages, ou du moins la compréhension des apprentissages. Donc évidemment, la question aujourd'hui, c'est plus de savoir s'il faut utiliser le numérique ou pas à l'école, tant le numérique s'impose, tant le numérique a du potentiel, mais arrêtons de lui prêter des vertus miraculeuses. Le numérique, c'est un outil parmi d'autres. N'attendons pas de lui plus que ce qu'il est. Donc la question qu'on va traiter aujourd'hui, c'est comment l'introduire pour faciliter l'apprendre, quels outils et quels usages peuvent être pertinents, quand, comment, et puis quelles compétences sont indispensables, avec les conséquences que ça peut avoir sur le métier d'élève, en quoi ça change le métier d'élève, et en tant qu'enseignant ou formateur, que puis-je faire ou ne pas faire pour le faciliter. Mais avant d'aborder ces questions, revenons sur que veut dire apprendre avec le numérique. Très souvent, quand on travaille sur le numérique, on a cette conception universitaire de l'apprendre. Et en classe, très souvent, on limite apprendre à mémoriser. Alors qu'apprendre, c'est d'abord comprendre, bien sûr. Or, on peut très bien réussir des examens sans comprendre. Je n'ai jamais tout compris, l'entropie, l'enthalpie, et pourtant j'ai réussi. Il suffisait de répondre à des rituels. Mais en plus, pour vraiment apprendre, il faut mobiliser le savoir, le réutiliser dans d'autres contextes. Et face à ce système-là, vous avez sur le marché tout un ensemble de modèles sur l'apprendre. Alors je vous ai listé, j'ai fait le marché à votre place, et j'ai listé tous les modèles qui existaient aujourd'hui par rapport à apprendre. On va les voir les uns après les autres et voir éventuellement leur potentialité et leurs limites par rapport au numérique. Alors, prenons par exemple le premier, qui est l'apprendre par réception, transmission. C'est le modèle que j'utilise actuellement avec vous. C'est-à-dire le savoir est transmis frontalement entre un émetteur, le prof, et un récepteur, que ce soit en direct ou à travers le numérique. Donc c'est un simple mécanisme de réception-enregistrement. Ça se faisait historiquement en classe. Ça se fait de plus en plus avec le tableau blanc interactif, soit à l'école, soit à l'université. Ça se fait aussi à travers la pédagogie inversée. La phase 1 du type 1 de la pédagogie inversée, c'est du frontal, c'est du transmissif. Au passage, j'ai été étonné hier d'entendre que ça avait démarré en 2008. Dans les années 70, déjà, je pratiquais la pédagogie inversée. Ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait pédagogie de la découverte, pédagogie de l'autonomie. Mais des gens faisaient travailler les élèves chez eux ou à la maison à travers la vidéo. À l'époque, c'était la télévision, les polycopiés ou les livres. Et on pourrait même remonter plus loin. Si on va à l'enseignement du Moyen-Âge, les profs faisaient rarement un cours, ils faisaient travailler sur des documents. Et ensuite, ils faisaient un commentaire par rapport aux documents. Donc oui, la pédagogie inversée, c'est quand même quelque chose de très ancien. Autre emploi du frontal, c'est par exemple dans les MOOC. Nous avons fait un MOOC sur les sciences de l'apprendre, auquel vous pouvez vous inscrire gratuitement pour les 3 premiers modules. Et là, vous avez aussi plusieurs présentations que je fais en frontal, comme ce matin. Donc ça, c'est la première petite pédagogie. On verra ensuite les avantages et inconvénients dans le numérique. Le deuxième modèle, c'est l'apprentissage par imitation. Dans ce cas-là, on n'est plus dans la transmission de quelque chose, on imite quelqu'un qui sait, le prof, le formateur, avec ou sans explication. Ça se faisait historiquement par les élèves, ça se fait de plus en plus maintenant à travers les tablettes ou les smartphones. Troisième modèle bavuriste. Dans ce cas-là, l'apprentissage n'est plus en transmission, n'est plus en réception, n'est plus en imitation, il est en conditionnement. Je crée une situation qui crée un conditionnement, et s'il est bon, je l'enrichis, s'il n'est pas bon, j'y remédie. C'est issu évidemment des travaux de Pavlov, et c'est largement utilisé dans les transports publics, par exemple à Paris. Je monte et je valide. Vous trouverez aussi beaucoup d'applications qui conditionnent comme celle-ci.
On verra à la pause si ça marche. Toujours dans le behaviorisme, je peux vous proposer une autre conditionnement. Vous allez regarder notre collègue ici. Vous allez prendre votre poignet, vous allez frotter votre poignet et vous allez dire « j'adore cette personne ». Allez-y, frottez bien le poignet. Bien là. Regardez-le bien. Voilà. Et vous verrez après si c'est vrai à la table ronde. Le conditionnement. Bien. Autre modèle, évidemment, qui est le modèle à la mode, c'est apprendre par construction. Ça se faisait sur le terrain avant. Ça se fait de plus en plus sur le numérique. On rattache ça, évidemment, à Piaget, dans cette maison. Et de plus en plus, vous avez cette construction qui se fait à travers le numérique. Dans ce cas-là, on n'est plus dans la transmission, on n'est plus dans l'imitation, plus dans le conditionnement. On est dans la construction par l'action ou l'expression. Ne prenez pas les choses, je vous passe le PowerPoint si vous voulez. Hein. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir. Il faudra le demander, par contre. Autrement, si je vous le donne, ça ne sert à rien. Ça aussi, c'est un problème d'apprentissage. Donc, c'est l'apprentissage par construction, à travers l'action, l'expression. On part des tâtonnements, on part des besoins. Éventuellement, on va jusqu'au conflit cognitif. Je ne vais pas insister là-dessus, sauf s'il y a des questions après. En réalité, c'est plus ancien que Piaget. On va trouver Clapeyron, cette maison qui a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Mais on va trouver aussi Dewey en Amérique. On a trouvé, bien sûr, Montessori qui devient de nouveau la mode. Et puis quelqu'un qui est peu connu dans le domaine pédagogique, beaucoup plus dans le domaine de la psychologie, qui est Binet. Je vous renvoie à ce livre, Les idées modernes sur les enfants, qui est aussi très, très ouvert par rapport aux nouvelles pédagogies. Alors, voyons voir les intérêts et les limites des différents modèles. Si je prends le modèle par réception-transmission, c'est un bon modèle pour faire passer le maximum d'informations dans le minimum de temps. Et je l'utilise avec vous ce matin, donc on peut l'utiliser encore, y compris en direct ou éventuellement à travers le numérique. Seulement, ça demande des conditions drastiques pour que ça marche. Alors j'espère que ces conditions sont réunies ce matin, autrement je travaille pour rien. 4 conditions. Il faut que la personne qui écoute est celle qui parle, donc l'élève, le formateur ou le prof, se pose les mêmes questions. Pourquoi? Parce que le savoir est toujours une réponse à une question. Il faut que la personne qui parle et celle qui écoute ait le même cadre de référence, les mêmes mots, et sous le même mot, les mêmes significations. 3e condition, même façon de raisonner, même façon d'inférer. Et 4e condition, même façon de produire du sens. Donc si ces 4 conditions sont réunies, on peut transmettre un message, on peut transmettre un comportement uniquement en frontal. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors prenons un petit exemple classique pour vous convaincre. Qu'est-ce qu'un fruit pour vous? Est-ce que l'ananas est un fruit? Est-ce que la fraise est un fruit? Oui, parce qu'un fruit, on en fait des salades. Mais c'est quoi un fruit en réalité? Et c'est quoi un fruit pour un scientifique? Oui, ça vient d'une fleur. Et quelle partie de la fleur? Petite révision d'école primaire. Comment? Du pistil, voilà, des mots grossiers. C'est quoi un pistil? Ça sert à quoi? Oui, c'est le sexe de la fleur. Mais quelle partie? Féminin. Ça correspond à quoi chez nous? Aux ovaires. Quand vous mangez des fruits, vous mangez des ovaires. En fait, ça a d'ovaires. Oui, le problème des mots. On ne se comprend pas et chacun de ces mots est connoté, renvoie à des choses différentes. Et à cause de ça, très souvent, on ne se comprend pas. C'est pour ça que la fraise n'est pas un fruit. Le fruit, c'est le petit grain qui est dessus, la fraise. C'est une inflorescence, la fraise. Pareil pour la figue. L'ananas, c'est un bourgeon. Et en réalité, si vous faites la vraie salade de fruits, c'est la ratatouille. Puisque les aubergines, les tomates et les courgettes sont des fruits. Les olives sont des fruits. Alors en permanence, on ne se comprend pas parce qu'on peut avoir les mêmes mots dans le quotidien ou en sciences, mais pas dire les mêmes choses. Et à l'école, vous le savez aussi, les mots n'ont pas le même sens suivant les disciplines. Une hypothèse en mathématiques, ce n'est pas la même chose qu'une hypothèse
en sciences, par exemple. Dans un cas, c'est un postulat de départ, un axiome de départ. Dans l'autre cas, c'est une affirmation qu'on suspend. Voilà. Donc, très souvent, on ne se comprend pas uniquement à cause des mots, et le message ne passe pas, surtout si je vous parle des fruits de mer maintenant. Donc, si vous voulez faire du frontal dans le numérique, pensez à ces 4 conditions. Et en plus, il faut que le cerveau de l'apprenant soit vierge et toujours disponible. Autrement, vous obtenez ceci. Bon, apprendre par imitation, c'est aussi un bon modèle qu'on peut utiliser, qu'on utilise dans l'enfance, par exemple. Les enfants apprennent beaucoup de choses par imitation. On l'utilise en formation professionnelle, on l'utilise dans le sport. Et c'est vrai qu'on peut utiliser l'imitation sur les tablettes, sur les activités qu'on peut faire à travers le numérique. La limite, si vous voulez, c'est, je la ferai passer à travers un proverbe du Sud, on peut amener l'âne à la rivière, et on ne peut pas boire à sa place. Là, c'est un travail fait là-dessus. Alors, revenons sur le behaviorisme maintenant, par conditionnement. C'est aussi une pédagogie intéressante pour apprendre des gestes techniques. Vous ne voulez pas que votre enfant mette des doigts dans la prise, laissez-lui mettre une fois, baissez un peu l'intensité. On peut l'utiliser pour le drill, par exemple. Beaucoup d'activités peuvent se faire à behaviorisme. Si je vous demande de prendre votre poignet, vous pensez à qui? Ah oui, ça marche. Donc, vous pouvez faire dans le numérique du behaviorisme. Mais c'est limité pour les apprentissages complexes, les changements de comportement. Par exemple, si vous voulez faire apprendre tout un travail autour des opérations, autour de la simulation, malheureusement, le numérique ne suffit pas. Excusez-moi, le behaviorisme ne suffit pas. Il faut rajouter un peu de constructivisme pour faire passer le message. Alors, est-ce que les apprentissages actifs, constructivistes, c'est la solution? Les travaux de groupe, les projets qu'on peut faire à travers le numérique. Alors, je reviens sur le fait que, dans ce cas-là, l'élève construit le savoir, et ça a des avantages. Ça favorise la motivation, ça permet d'assimiler ce qui est attendu. Malheureusement, ça a aussi des limites. Alors, je sais que c'est très utilisé maintenant dans les projets numériques, mais ça a des limites qui est intéressant de connaître. Première limite, ça ne transforme pas les conceptions enracinées. Et deuxième limite, ça ne permet pas forcément un changement de comportement. Alors, je ne suis pas sûr de vous convaincre en frontal. Je vous propose un petit exercice. Installez-vous bien sur la... C'est encore un peu tendu. Qu'est-ce que vous voyez? Non, ce n'est pas un chien. C'est un chat qu'il faut voir. Vous savez très bien que l'image est renversée. Ne tournez pas la tête, je vous tourne l'image. Vous voyez le chat? Bon, c'est juste une petite métaphore que je vous propose pour vous montrer, pour essayer de vous sensibiliser aux limites du constructivisme. C'est que très souvent, l'élève n'entend et ne voit que ce qui est attendu. Il a du mal à construire s'il n'a pas démonté un certain nombre de choses. Alors, je ne suis pas sûr de vous convaincre par un seul argument. Je vous propose un deuxième exercice plus compliqué. Qu'est-ce que vous voyez sur la tablette? Non, la femme n'existe pas, comme dirait M. Magritte. C'est le chat qu'il faut voir. Vous voyez le chat? La femme que vous avez vue n'existe pas. Regardez son bras, ce n'est que l'espace entre l'étagère et le chat, son dos le rideau et sa belle tête, un pot de fleurs. Et ses fesses délimitées par un verre. C'est ça le problème qu'on rencontre dans les applications numériques basées sur le constructivisme, c'est que l'élève comprend à travers ce qu'il connaît déjà. Et très souvent, il ne peut pas comprendre s'il ne démonte pas ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire difficile d'assimiler un savoir qui va à l'encontre d'un truc de pensée. Piaget parlait d'assimilation-accommodation. C'est vrai quand le décalage est peu grand, mais quand le décalage est grand, c'est difficile d'assimiler. Il faut d'abord démonter. Parce que l'élève apprend à partir des conceptions qui s'est mobilisées, mais en même temps, celles-ci sont un obstacle.
Et cet obstacle, c'est parfois un obstacle personnel, mais ça va être aussi un obstacle culturel. Vous voyez, pour construire, il ne faut pas simplement réfuter, comme disait Bachelard, il ne faut pas simplement inhiber, comme dit Houdet, le psychologue à la mode, mais il faut plutôt déconstruire. Autrement, on reste blindé, bloqué sur ces conceptions. Alors, je ne suis toujours pas sûr de vous convaincre. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Je, oui. J-E-U. Alors pourquoi des gens comme vous qui sont à bac plus N n'ont pas vu d'entrée je? Et pourquoi ces entrées qui sont au fond n'ont toujours pas vu? J-E-U. Parce qu'habituellement, on lit par contraste. Blanc sur noir, noir sur blanc. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? En utilisant la tablette, j'ai utilisé le fond et les lettres de la même façon. Et donc, vous êtes centré sur le blanc. Donc, en permanence, il faut tenter de déconstruire pour pouvoir construire. Cette phase-là qui manque très souvent dans les applications numériques constructivistes. C'est pareil, on peut le faire par exemple là-dessus. Ça, c'est l'image du monde que nous avons en Suisse romande, avec la Suisse romande au milieu du monde, l'Asie d'un côté, l'Amérique de l'autre. C'est un modèle qui gomme totalement l'aspect géostratégique d'aujourd'hui, puisque c'est le Pacifique qui est important. Donc là, on est obligé aujourd'hui de déconstruire cette image-là. Et il vaudrait mieux avoir cette image-là du monde. Et la Suisse romande n'est pas au centre. Avec cette image-là du monde, du temps de la guerre froide, on pensait en Suisse que s'il y avait des missiles, ils passeraient au-dessus de nos têtes. On aurait eu cette image-là, on aurait eu un autre regard. En réalité, il valait mieux avoir une image, une vue polaire. C'est par le pôle que les missiles seraient passés. Donc vous voyez, c'est important cette phase de déconstruction. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant encore. Ce n'est pas évident de déconstruire quelque chose auquel on tient, quelque chose qui nous apparaît une évidence. Et en même temps qu'il faut déconstruire, il faut construire autre chose. Là, on est en plein paradoxe, puisque la personne apprend à partir de ses conceptions et contre ses conceptions. Il apprend à partir parce que ses conceptions, c'est les seuls outils à ses positionnements pour comprendre, et en même temps, c'est souvent un obstacle. Et donc, il doit les démonter, vous voyez. Là, on tombe dans la difficulté qu'on a au niveau de l'enseignement, mais aussi numérique, c'est qu'on déconstruit vraiment quand on a construit autre chose, qu'on a pu le mobiliser, s'apercevoir que c'est opératoire. C'est un cheminement complexe. Et là, on peut parler plutôt de recyclage d'idées, par exemple. C'est les mêmes idées qui sont liées autrement, qui sont dans un système de pensée autrement. Et là, on peut penser qu'apprendre, c'est un processus plutôt d'élaboration. Et dire que l'apprenant élabore ses compétences dans un processus qui est à la fois déconstruction, construction, en synergie. C'est ça qu'on a du mal à comprendre en milieu francophone. On est très binaire, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Or, il faut les deux en même temps en parallèle. Donc pour ça, avoir des systèmes de régulation dont on pourra parler par la suite. Autre chose complémentaire pour apprendre, c'est que l'apprenant apprend seul et pas tout seul. Il apprend seul, mais pas tout seul. Et il en prend s'il rencontre l'ensemble de conditions favorables. Et là, je vous ai listé un ensemble de conditions favorables qui aident à apprendre, et je vous le propose un peu comme une grille pour la fabrication de vos logiciels éventuels. La personne apprend si elle prend appui sur ses conceptions, vu leur importance. Elle apprend si elle est concernée, interpellée, questionnée. C'est souvent ce qui manque dans les applications. Il manque une mise en scène, si vous voulez, une mise en question. Elle apprend si elle appuie sur ses conceptions, mais surtout si elle les lâche. Si elle ne les lâche pas, elle va rester plantée sur ce qu'elle pense. Et pour ça, il faut trouver un plus pour changer d'idée. Alors c'est là le plus qui est le gros problème, c'est que ce plus dépend des personnes. On peut avoir de l'intérêt simplement, et parfois il faut du plaisir, du sens. Autrement, on ne lâche pas. Pour apprendre, il faut avoir confiance en soi, la situation.
aux formateurs, aux logiciels. Pour apprendre, il faut se confronter aux autres, à la réalité, aux informations, suivant le contenu, évidemment. Pour apprendre, il faut faire des liens, ça c'est classique. Mais encore faut-il les faire, ces liens. Pour apprendre, il faut avoir des aides à penser, des symboles, des métaphores, j'en utilise ce matin, pour essayer de vous provoquer, des analogies, une sorte de béquille qui aide l'apprentissage. Pour apprendre, il faut ancrer les données. On en reparlera parce qu'aujourd'hui, les enfants et les adultes sont perdus dans des foules d'informations. Et il faut pouvoir les regrouper sur des savoirs un petit peu forts. Je continue. Pour apprendre, il faut mobiliser le savoir. C'est souvent quand on réutilise le savoir qu'on apprend. Et ça, vous le voyez en tant que formateur, c'est souvent quand vous enseignez que vous avez appris certaines choses. Et puis, dernier point important, sans oublier, c'est on apprend si on prend du recul par rapport aux choses. Ce qu'on appelle la métacognition. Réfléchir sur. Alors, vous voyez, à travers mes propos, je m'excuse de vous perturber. Il ne faut plus penser méthode, je crois. Il faut plutôt jongler les méthodes. Suivant le message que vous voulez faire passer, votre public et le contexte, vous avez à disposition un ensemble de méthodes. Et là, je n'ai pas développé toutes les méthodes, les sous-méthodes constructivistes. Vous avez plein de sous-modèles, si vous voulez. Même le modèle austérique que je promeus n'est pas un modèle pertinent pour tout le temps. Si le message peut passer en frontal, faites du frontal, ce n'est pas la peine de vous compliquer la vie. Par contre, pour les choses complexes, parfois, il faut déconstruire et construire. Donc, ne plus penser méthode, penser à jongler avec des modèles, ne plus penser simplement méthode, mais penser plutôt environnement pour apprendre. Et là, on peut penser de NT, l'environnement numérique de travail, à l'EDT, l'environnement didactique de travail. Alors, avec le numérique, est-ce qu'il est plus nécessaire d'apprendre? Oui, que ce n'est pas si simple. Et même, c'est plus complexe aussi. L'introduction du numérique impose soit d'enrichir les apprentissages habituels, soit de nouveaux apprentissages. Et ces différents apprentissages, vous pouvez les faire suivant différents modèles, évidemment. Quelque chose qu'il faut enrichir, c'est ceci, apprendre à recherche d'informations. De plus en plus, avec le numérique, on travaille sur l'information. Il faut apprendre nos étudiants, nos élèves à problématiser, à savoir se documenter, à savoir utiliser les documents pour argumenter. Et pour ça, vous avez tout un travail à faire avec eux qui n'est pas spontané. Vous ne pouvez pas improviser, c'est leur apprendre à rechercher, à trier, à comprendre les informations, ou rechercher, comment trouver des bons mots-clés, comment trier l'information, comment la comprendre, et en plus prendre des notes. Et c'est apprendre à rechercher, c'est apprendre à plein de choses différentes, à commencer par la lecture rapide. À la mesure où on est sur plein d'informations, il faut que nos étudiants, nos élèves aient des bases de lecture rapide. Il faut qu'ils aussi savent naviguer sur Internet. Il faut qu'ils apprennent à lire un hypertexte. Ces apprentissages sont à faire. Mais surtout, le plus important, c'est leur apprendre à valider l'information. Quelle est la source? Est-elle fiable? Quels sont les enjeux? Pour ça, vous pouvez vous appuyer sur les critères de validation de l'information, qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Ce qui veut dire qu'à travers le numérique, il faut surtout développer leur esprit critique pour aux informations. Voilà un exemple à propos de l'ouragan. Un jeune homme marche à travers les faux profonds après avoir pillé une épicerie à Nouvelle-Orléans. Son visage est un peu foncé. Et l'image suivante, 2 résidents progressent dans les eaux profondes après avoir trouvé du pain et du soda dans une épicerie locale. C'est un peu plus clair. Donc en permanence, il faut apprendre à lire les textes, apprendre à lire les images, voir comment l'image est conçue, comment l'image est utilisée. Notamment pour vous, mesdames, toutes les images qu'on utilise pour vous vendre de la crème de beauté. Alors ça, c'est les images actuelles. Là, on peut amener les élèves à prendre du recul en mettant des images des années 30, où à l'époque, on proposait pour la beauté de vos visages le Thioradia,
à base de radium. C'est un apprentissage à faire. Le numérique l'impose encore plus. Autre chose importante, évidemment, liée au numérique, c'est apprendre à prendre des notes. Alors déjà, pas facile de prendre des notes quand on est dans un amphi, mais là, on peut apprendre déjà à saisir l'idée principale, les points forts, les arguments, mettre en plan comme on a l'habitude de faire, supprimer les abréviations, du moins mettre des abréviations pour supprimer des choses, aller plus vite. Mais le problème qu'on a avec le numérique, c'est apprendre à des notes quand on fait des projets. Ce n'est pas la même chose que dans un cours. Là, c'est important de ne pas oublier de mettre des liens pour pouvoir se retrouver. C'est important de savoir référencer pour avoir les informations quand on veut ensuite les réutiliser. Alors, évidemment, sur numérique, vous avez plein de logiciels aujourd'hui qui vous aident éventuellement à prendre des notes. Chacun a des possibilités, mais chacun a des limites. Il est important que vos étudiants, vos élèves les connaissent, les aient pratiqués et voient les possibilités et limites, puisqu'elles permettent des facilités, des relations au plan, la récupération des images, le surtraçage, les post-it, plein de potentialités. Mais tout ça demande des apprentissages spécifiques liés au numérique. De même que si vous voulez travailler sur les cartes, là aussi, il y a plein de logiciels qui permettent de faire des cartes mentales aujourd'hui, mais ça demande chaque fois un apprentissage spécifique pour voir lequel utiliser et lequel est le plus adéquat par rapport au projet qu'on fait. Autre chose élémentaire aujourd'hui, c'est les arbres. Vous avez plein de logiciels qui permettent de faire des arbres pour regrouper les multiples informations, mais là aussi, ça demande un apprentissage. Autre point important à travailler par rapport au numérique, c'est la mémoire. Parce qu'on dit très souvent que le numérique fait perdre la mémoire. C'est vrai qu'on ne mémorise pas de la même façon. Je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez plus retenu un numéro téléphonique. On n'a plus besoin maintenant. Plein de choses, on n'a plus besoin de mémoriser. Mais malheureusement, il faut continuer à avoir des stratégies pour favoriser sa mémorisation, parce qu'on a malgré tout toujours besoin de mémoire. Et là, on peut faire travailler les étudiants, les élèves par rapport à qu'est-ce que c'est mémoriser, quelles sont nos façons personnelles de mémoriser. Vous êtes plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthésique. Ça, c'est les formes très classiques de catégorisation. En réalité, c'est pas plus compliqué que ça. Et moi, je fais faire plein d'exercices sur comment mémoriser. Mais en même temps, comment s'entraîner à mémoriser, notamment si ensuite les élèves doivent passer des examens. Et puis les amener aussi à réfléchir sur des fausses conceptions qu'ils ont par rapport à la mémoire, par exemple. Vous avez les jeunes qui vous disent, par exemple, je ne vais pas apprendre ça, parce que si j'apprends ça, j'ai plus de place pour apprendre autre chose. Leur image, c'est l'image du disque dur. En réalité, plus on apprend, plus on peut apprendre, parce que c'est des réseaux. Et pour ça, pour bien mémoriser, il faut faire des liens, il faut pouvoir les ancrer sur des choses pour pouvoir les retrouver, etc. Il y a plein de points qu'on peut travailler là-dessus. Et puis pour les personnes un peu plus âgées dans la salle, ne pas s'inquiéter quand on ne retrouve pas dessus une information. Il faut au contraire positiver et dire qu'on a tellement d'informations dans la tête que ça prend un peu plus de temps. De même, pour mémoriser, il est intéressant d'avoir des savoir-repères, justement, pour regrouper les informations, pour ne pas se perdre dans la multitude d'informations. Là, je vous ai proposé, par exemple, comme savoir-repère organisation. Parce que de l'atome à l'entreprise, tout est organisation. Ce qui veut dire qu'une organisation, ça a des principes, des éléments, des flux, des régulations, des émergences, ce qui permet de regrouper toutes ces informations, d'avoir un cadre général pour maintenir toutes ces informations. Éventuellement, on peut travailler sur l'importance de dormir. C'est la nuit, éventuellement, quand vraiment on mémorise. Au passage, on peut faire un peu de gymnastique des yeux. Le numérique fatigue la vue. Là, vous pouvez aussi apprendre à faire de la gymnastique. Et puis, bien sûr, on mémorise par rapport au contexte. Autre point important à mettre en avant quand on fait le numérique, toujours dans l'apprentissage, c'est apprendre à travailler en groupe. Le numérique nous offre toute une série d'outils de collaboration, mais chacun demande un apprentissage. Ce n'est pas évident chaque fois. Donc, vous avez toute une série d'applications collaboratives, vous avez toute une série d'outils de stockage, de partage de fichiers, mais malheureusement, c'est encore peu développé parce qu'on ne sait pas forcément toujours l'utiliser. Demain, on pourrait travailler sur les outils de brainstorming qui existent
Et puis quand on travaille un projet, vous avez aussi plein d'applications qui facilitent des projets, comme la gestion des agendas, la planification des réunions à distance, mais c'est encore peu utilisé et il faut chaque fois un apprentissage particulier. Ce qui implique évidemment d'apprendre à se mettre en projet et ne pas dire il y a qu'à. Travailler en projet et en groupe, ça demande aussi un apprentissage, dont on pourra discuter dans la table ronde après. Il faut apprendre à être intuitif et vigilant par rapport aux informations, on en a parlé. Il faut apprendre à structurer, il faut apprendre à s'organiser. Et là aussi, on peut développer toute une série d'outils pour ces différents points. Là, par exemple, je vous propose l'outil 30 secondes. Vous allez fermer les yeux 30 secondes et réfléchir à l'idée principale que vous allez retenir de mon intervention. Fermez les yeux 30 secondes. Quelle est l'idée principale que vous allez retenir de mon intervention? Alors, vous pouvez ouvrir. Vous voyez, 30 secondes, c'est assez rapide. Ça permet de faire le point éventuellement. Ça permet de faire une rupture. Parce que quand on est en frontal, il y a une fatigue mentale d'écouter quelqu'un qui parle. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser en début d'activité ou en fin d'activité. Voilà, l'outil par exemple. Il y en a d'autres, on parlera après. Autre point important, toujours sur le numérique et l'apprendre, c'est le désir d'apprendre, ce qu'on appelle classiquement la motivation, la curiosité. Ce n'est pas évident. Or, on sait que pourtant, le désir, la motivation, c'est vraiment le moteur de l'apprentissage. Rousseau disait déjà, donner à l'enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne. Or, on sait très bien que ce n'est pas évident de motiver quelqu'un. Même les présidents n'y arrivent pas toujours. Et le dernier n'est pas forcément mieux. Alors, avec le numérique, il faut bien sûr réveiller le désir d'apprendre. Mais là aussi, ce n'est pas forcément le numérique en tant que tel. C'est les activités qu'on propose qui doivent avoir du sens. Et là, vous pouvez aussi jouer sur une grille qui vous permet de savoir qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un. Ça peut être les besoins, ça peut être le sens, ça peut être le projet d'être, de faire ou de vivre, ça peut être le plaisir, le bonheur ou la joie, ça peut être l'estime de soi, ou ça peut être le sentiment d'autonomie. C'est ce cocktail-là qui nous motive dans la vie, qui nous motive par rapport au sujet. Est-ce qu'ils sont présents dans la situation pédagogique? À partir de là, c'est un cercle vertueux ensuite, puisque si vous réussissez, ça renforce évidemment les supports de la motivation, notamment à travers les questions. Et les questions aussi renforcent le plaisir, renforcent le sens, etc. etc. Alors, je parle plutôt de libido siendi à la place de motivation. Le mot motivation est très connoté que behaviorisme. Je préfère libido siendi, qui était le mot du XVIIIe siècle, le désir de savoir. Mais aujourd'hui, on a lutté, bien sûr, avec nos jeunes sur le zapping, justement lié au numérique. Et là, il faut les amener à travailler la concentration, l'attention, ce qui implique de faire parfois un travail sur la personne, qui est rarement au programme des écoles, et encore moins des formations. Donc là, il y a tout un travail à faire au niveau cognitif, affectif, corporel. Vraiment déjà travailler sur une activité auquel on parle de soi, prendre conscience de ses ressources et de ses qualités, notamment se concentrer sur ses succès. C'est le système classique, connaissez-le toi-même si vous voulez. Là, vous avez aussi différents outils que vous pouvez utiliser pour lister ses qualités et ses faiblesses. Bon, je ne veux pas insister là-dessus, je voudrais juste, au contraire, finir sur les points importants. Quel changement pour l'élève? Premier changement, lui faire comprendre et accepter le métier d'élève. Que l'élève soit enfant ou adulte. Hein. Et avec le numérique, c'est un vrai métier. Toute une série d'outils à apprendre pour être pertinent par rapport au numérique. C'était une série ici, vous les regardez tranquillement chez vous après.
Mais surtout, ce qui est important à faire, c'est changer son rapport au savoir. Dans les formations habituelles, on est trop dans le stade de consommation. On attend que le prof parle, fasse quelque chose pour apprendre, alors qu'il faudrait apprendre par soi-même, apprendre à apprendre. Donc il y a tout un passage à faire du stade de spectateur, consommateur, à celui d'auteur de son savoir. Et puis comment peut évoluer le métier de professeur? Là aussi, il n'y a pas de recette miracle. Je vous ai suggéré cette idée-là. Il y en avait une, ça se saurait. Notre travail important, c'est d'accompagner l'élève dans son propre cheminement, l'amener à repérer sa propre façon d'apprendre, à repérer son rapport au savoir, et puis trouver des situations pour l'apprendre à évoluer. Et pour commencer, dédramatiser l'erreur. L'erreur est trop souvent dans les systèmes d'éducation ou à l'école une faute, ça stigmatise, ça bloque. Donc parler plutôt de faux pas, de lacunes à combler, d'incompréhension. Alors là, on a une chance, c'est que la tablette, elle gronde pas. Mais notre travail, c'est de les amener à réfléchir sur l'erreur. Et ensuite, une fois qu'on a réfléchi sur l'erreur, trouver des systèmes pour essayer de la dépasser. Là, il y a toute une série de logiciels qui existent pour dépasser les erreurs en fonction des matières que vous enseignez. Mais ça implique éventuellement de repenser l'évaluation. Aujourd'hui, on a une évaluation qui est finale. On fait un cours, on fait des activités, et à la fin, on fait une évaluation, bilan. Et puis, on passe à autre chose. Il sera intéressant que l'évaluation reste un processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une évaluation, on retravaille les erreurs. C'est là vraiment que notre boulot commence. À commencer par mettre des mots sur les difficultés, et puis les aider à libérer sur leur potentiel. Donc de faire de l'erreur non plus une faute, mais un outil pour apprendre. Alors vous voyez que le métier risque de changer. Historiquement, l'enseignant, le formateur, le producteur de logiciels était un transmetteur de connaissances. Et ce n'est pas simplement un accompagnateur. Moi, je vois plutôt qu'il c'est un metteur en savoir. C'est lui qui va créer les situations pour permettre l'apprentissage. C'est lui qui va trouver ou qui va proposer les activités pour dépasser les obstacles, les erreurs. C'est un travail de soutien, bien sûr. Et surtout, c'est un travail de repère, d'amener à réfléchir sur qui est le parent pauvre de notre système éducatif, de notre système de formation. C'est prendre du recul chaque fois par rapport à ce qu'on a appris. Pourquoi on l'a appris, à quoi ça sert, etc., etc. Alors tout ça pour vous dire que notre métier d'enseignant de formateur n'est pas un métier de tout repos. C'est un métier très paradoxal, avec des jonctions paradoxales, vous voyez. Et il ne faut pas en rester la bonne conscience. Et penser que le chemin est long. Voilà, je vous remercie. On va passer aux questions éventuellement, aux compléments. Et là, je vous ai mis une série de références par rapport à apprendre. Merci beaucoup. On va passer aux phases de questions. Commentaires ou oppositions ou... Non, mais passe à la deuxième question tout de suite. La première est difficile. Ah, au fond, quelqu'un se dévoue. Oui, merci de me donner la parole. Quelle est la part de l'écriture cursive qui tend à disparaître avec certains modèles informatiques ou qui réapparaissent dans la construction du savoir? Est-ce qu'il faut la conserver? Est-ce qu'on peut l'abandonner à certains moments? Est-ce qu'il faut la privilégier à un certain âge? Votre avis sur la question? Je sais pas, vous voulez répondre? Quelqu'un veut répondre?
Personnellement, je ne me suis jamais posé cette question-là. Je sais qu'historiquement, ça a été un gros problème quand on est passé de la plume au stylo bic. Faut-il encore apprendre l'écriture cursive? Pour quelles raisons? Alors, on peut voir déjà que l'apprentissage du numérique peut aider des enfants qui ont des difficultés de coordination, par exemple. Alors faut-il continuer à les pénaliser parce qu'on ne fait pas des pleins déliés? Ça, c'est un problème d'objectif. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message à travers l'écriture cursive? C'est une question qu'on peut se poser en Europe, c'est une question qu'on se pose aussi au Japon et en Chine, avec l'utilisation du pinceau. Est-ce que vous voyez un intérêt? C'est un art plastique. Est-ce que ça a un impact sur la mémoire? Est-ce que ça a un impact sur la mémoire kinesthésique, peut-être, de Alors ça, c'est tracer vrai. des traits? Ça, c'est vrai, quand on note quelque chose, ça marque, mais vous pouvez aussi noter de façon numérique. Alors, Mais c'est plus labile. C'est pas ma question, mais du coup, je réponds comme vous nous y invitez. Ouais, le café, il fallait qu'il soit là, hein. J'avais lu un article, je n'ai plus la référence, comme quoi le fait de l'écrire sur un support matériel permet de mieux mémoriser parce qu'on se rappelle ce qu'il y avait sur la page de gauche, à quel endroit dans le livre c'était, tandis que dans le numérique, c'est immatériel et donc on n'a pas dans la case de mémoire du cerveau, neurologiquement, l'information de l'emplacement matériel. On sait où notre livre est dans notre bibliothèque, à quel endroit mon doigt doit être pour retrouver la page dont je me rappelle. Et donc, ça améliore la mémorisation d'après cette étude, dont je n'ai plus la référence, mais qui était très intéressante. Oui, mais là, ça implique un apprentissage aussi de la navigation, par exemple. Alors, on peut revenir aux Grecs qui construisaient la mémoire comme un appartement et qui rangeaient les idées en fonction des pièces, en fonction des meubles. Alors là, on peut aussi, c'est un apprentissage à faire d'habituer sa mémoire à naviguer dans sa mémoire, par exemple. Là, je vous renvoie à la thèse d'Hervé Plateau, dans laquelle vous pouvez éventuellement apprendre, c'est un apprentissage en soi, de façon que les élèves se resituent. Alors c'est vrai qu'il y a tellement d'informations que très souvent c'est labile, ça on le sait très bien, dans la mesure en plus où on peut savoir qu'on peut retrouver l'information, on a moins tendance à mémoriser, mais encore faut-il savoir où la retrouver cette information. C'est un apprentissage en soi qu'il ne faut pas éluder. Du coup, j'en viens à ma question. Ouais. Le mauvais usage des numériques qui avait été mis en lumière par l'enquête de 2015, est-ce que vous pensez que c'est aussi un problème humain de comportement de groupe? On reproduit ce qu'on a eu par le passé et avec les outils numériques, on reproduit les cours classiques que nos enseignants nous faisaient quand on avait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et donc du coup, la question subsidiaire, comment engager les gens à rompre avec l'habitude, parce qu'au début, on est tout seul à la rompre. Et donc, il y a un problème aussi humain de groupe. Il y a deux aspects. L'aspect personnel, par exemple, c'est travailler sur ses propres conceptions de qu'est-ce que c'est apprendre ou qu'est-ce que c'est l'école. Et là, on a plein de tabous qu'il faudrait dépasser. On pense que l'école, c'est forcément une classe, un prof, une heure, une discipline. Ça, c'est le premier tabou. Et le deuxième niveau, c'est comment travailler en groupe. Quand on est seul à faire une pédagogie particulière, il y a le groupe qui très souvent vous tombe dessus. Là, c'est ensuite un travail de groupe, d'essayer de voir comment on peut provoquer un changement dans l'établissement. Alors, il y a deux cas. Soit vous êtes provocateur, comme je l'ai été un petit peu, suggéré, soit vous êtes accompagnateur et vous proposez à vos collègues comment changer en mettant en avant les facilités qu'introduisent d'autres pratiques pédagogiques. Et il n'y a rien d'évident, là. C'est tout un travail, c'est une réflexion à faire sur le changement. Il n'y a pas forcément que le changement en classe, c'est le changement politique aussi. Pourquoi on a autant de mal à changer? Mais en même temps, on peut comparer. J'ai beaucoup appris en venant en Suisse de votre système politique, par exemple. Il serait intéressant à transposer en France, par exemple. Mais là, chaque fois, c'est des cultures. C'est un problème de culture. Et merci André pour ta présentation, quoi. Toujours assez et général et détail, quoi. Puis tu jongles super bien entre les deux, quoi. C'est vachement instructif à chaque fois.
Je voulais revenir sur la remarque au niveau de la prise de notes. Je ne crois pas qu'il y ait en fait de résultats qui affirment en fait que quand on prend des notes sur ordinateur plutôt qu'à la main, en fait, on s'enlève toute mémorisation et ou construction mentale en fait par rapport en fait aux notes qu'on prend sur ordinateur, parce que au niveau de la prise de notes à la main, il y a deux psychocognitifs. Il y a le mouvement de la main connecté en fait au cerveau, mais il y a aussi bel et bien ce qui se passe uniquement au niveau cognitif dans le cerveau, de la façon dont j'organise mes notes, etc. Et toute cette organisation de notes et toute la partie cognitive, quand je prends mes notes en fait sur ordinateur, elles restent. De même, l'ordinateur, c'est pas un nowhere. Je prends mes notes, là, moi j'ai fait des bullet lists, j'ai une gauche, j'ai une droite, j'ai un tableau, j'ai des choses comme ça, donc mes notes ne sont pas du tout inorganisées simplement parce qu'elles sont sur ordinateur. Donc il y a à creuser beaucoup plus en fait dans ce que vous disiez tout à l'heure, quoi. C'est pas si simple que ça, si dichotomique que ça. Non, ce qu'on perd, c'est l'ingrammation. Rappelez-vous, si je vous donne le poignet, vous pensez à quelqu'un. Ça manque. Mais ça implique de mettre en place d'autres systèmes, ce que tu as fait avec les outils de navigation. Et là, toi, tu n'as pas de problème parce que tu as travaillé sur les outils de navigation. Tu as mis en place tout un système. Mais ce n'est pas répandu encore. C'est pour ça que je fais la publicité pour ta thèse, qui n'est pas encore peu connue. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai beaucoup apprécié. Et une chose qui m'a interpellée, c'est que vous avez dit c'est le changement dans le rapport au savoir. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez dit pour les élèves ou les étudiants de les faire passer du stade spectateur-consommateur au stade auteur. Quel conseil donnerez-vous pour les profs? Alors là, c'est un changement aussi de culture qu'il faut faire, qui devrait se faire dès l'école enfantine. C'est de ne plus attendre que le prof enseigne pour soi-disant apprendre. C'est donner le désir d'apprendre par soi-même, donc avoir des outils qui permettent d'apprendre à apprendre. Donc là, c'est toute une liste d'outils par rapport à apprendre à apprendre. Je vous en ai mis quelques-uns ici sur apprendre à apprendre à l'école et au collège. Alors c'est là-dessus qu'on bute souvent, et puis les professeurs bloquent parce que ils considèrent que ce n'est pas un savoir génial. C'est moins évident que travailler sur un poème, d'expliquer comment on peut mémoriser. Or, on voudrait que les enfants mémorisent, on n'explique pas comment on peut mémoriser. On a chacun des rituels de mémorisation qu'il faut connaître, mais si on veut vraiment mémoriser, il faut jongler aussi avec différents rituels. Et il y a plein de trucs, entre guillemets, pour améliorer sa mémorisation. Et ça devrait être au programme des écoles. Malheureusement, c'est trop peu mis en place aujourd'hui. Merci. Oui, Patrick Kowalski, j'ai été instituteur et depuis une vingtaine d'années, je suis plutôt dans le monde de la formation des adultes. J'ai beaucoup apprécié ce matin de rafraîchir mes connaissances et mes différentes perceptions. Ça m'aide à faire des liens. Et j'aimerais vous entendre sur, j'imagine que la différence entre apprendre pour les adolescents, des enfants ou des adultes est finalement relativement faible. J'aimerais savoir si effectivement vous confirmez cette idée ou vous avez une autre perception des choses. Pas très bien compris votre question. Qu'est-ce que vous voulez? Si par rapport à le fait que nous soyons enfants, adultes ou adolescents, ou adultes plus âgés. Il y a des différences. Pour vous, il y a plutôt des différences, il y a plutôt une continuité. Il y a une continuité, mais il y a quand même quelques différences. On apprend plus facilement, on mémorise plus facilement quand on est jeune. C'est un peu plus difficile quand on est plus âgé. Mais par contre, quand on est plus âgé, on a plus d'expérience. Donc on peut travailler plus sur la métacognition, par exemple. Voyez. Mais autrement, c'est toujours le même mécanisme. C'est le même mécanisme de modifier nos conceptions par rapport au sujet, mais c'est très souvent ce qu'on appelle les métaconceptions sur ce que veut dire apprendre, que veut dire enseigner, que veut dire former, et pourquoi on le fait. Et derrière, ce qui est le moteur, c'est vraiment la motivation. Si quelque chose nous motive, on ne peut apprendre à travers des méthodes très barbares. Alors là aussi, c'est un passage obligé qu'on oublie très souvent à l'école, c'est motiver les élèves par rapport au sujet. Très souvent, dans le secondaire en particulier, on démarre à froid. Ce matin, on va étudier BD-4AC, mais pourquoi on apprend ça? Pourquoi BD-4AC?
qu'est-ce que je peux mettre en place comme sens pour les faire rentrer, si ce savoir est important. Après, il y a une autre question, c'est est-ce qu'il est vraiment important ce savoir? Combien de fois dans la vie vous utilisez B2-4AC? Je ne sais pas si ça vous parle d'ailleurs. Il y a des questions au fond encore, il me semblait. Ou des commentaires. Hein. Votre propre perception des choses. Il nous reste encore 8 minutes par rapport au café. Profitons-en. Et puis on reviendra là-dessus. En tout cas, sur la table ronde, il y a toute une série de précisions que j'aimerais apporter dans la table ronde. Là, c'est simplement un panel général pour vous situer un petit peu ce que c'est qu'apprendre aujourd'hui et comment vous pouvez le récupérer dans vos productions numériques. J'ai quelqu'un, juste. En fait, je voudrais faire le lien avec la question qui vient d'être posée. Il me semble qu'il y a tout de même une vraie différence en matière, en tout cas, on l'espère, on ose le croire, en matière de stratégie d'apprentissage entre des jeunes qui démarrent leur manière d'apprendre à apprendre et puis, a priori, des adultes, particulièrement en formation continue. Là, moi, j'enseigne à des profs d'université. J'ose croire qu'ils ont des stratégies d'apprentissage différentes à l'heure actuelle que ce qu'ils avaient étant plus jeunes. Ouais, ces stratégies sont liées à leurs besoins. S'ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont des obstacles ou des blocages. Donc, ils sont très demandeurs par rapport à leur projet. Alors que les jeunes pouvaient très bien les faire entrer plus facilement dans un projet. Mais c'est aussi intéressant pour des professeurs d'université de les amener à décaler par rapport à leurs habitudes. Et notamment les amener à réfléchir si on aura toujours des amphis en 2050. Que deviendra l'université en 2050? Et de plus en plus, des universités virtuelles se mettent en place. Avec la possibilité de démarrer un diplôme quand on le souhaite, de passer des examens quand on le souhaite. Ça, c'est notre point fondamental, c'est-à-dire si on ne change pas nos pratiques pédagogiques, on risque de ne plus avoir de clients. Bon, je ne veux pas plomber l'assistance ce matin. Alors, avant qu'on soit contraint, c'est intéressant de voir comment on peut faire les choses, et notamment comment le numérique peut être un plus. Table ronde tout à l'heure. On va gentiment passer au café que vous n'avez pas eu ce matin. Je sens qu'il y a un petit appel comme ça. Et puis, juste vous rappeler les changements sur la session, donc 3.4, l'annulation Montroux, et donc Petit, Bourget, Gremion, Vaudan, Pernoud qui remontent d'un cran. Et puis cet après-midi, 4.5, suppression de la dernière session Houreau et Loquet. Voilà, je vous ai mis mon adresse mail, parce que c'est demain matin que vous aurez les bonnes questions. Il faut toujours une nuit là-dessus pour que les choses changent. Merci André, à tout à l'heure. Et puis mon site. Merci.